les Bavaroises. Très difficile parce qu'à chaque fois on retrouve pratiquement les trois premiers du championnat que sont Farfus, Prio et Jörg Müller, et puis maintenant viennent s'ajouter des BMW qui étaient un petit peu moins performantes mais qui n'ont pas beaucoup de poids puisqu'elles n'ont pas réalisé de performance, à l'image de Portero ou de Zanardi, et donc ça continue à, je dirais, enlever les gros points pour les Nicola Larini, les Yvan Müller et les Tarquini. Alors le prochain rendez-vous du championnat à l'issue de cette épreuve de Brno, ce sera le Portugal avec un circuit urbain, des circuits qui généralement conviennent mieux à la concurrence qu'au BMW. Ça convient mieux à la concurrence qu'au BMW. On a vu Alain Menu s'imposer lors de la première course de Pau, mais on a vu aussi Augusto Farfus s'imposer lors de la deuxième. Donc effectivement, ils arrivent sur des terrains qui leur conviennent quelquefois un petit peu moins bien, mais néanmoins, ils sont quand même performants et récupèrent des points importants lors de la deuxième course en grille inversée. Allez, à 3 minutes du départ de ce 10e rendez-vous de la saison du WTCC, vous le voyez, on est en train de faire évacuer la ligne droite de départ. Gabriele Tarquini, pour sa part, aura un coup à jouer. Il s'élancera en première ligne aux côtés d'Alain Menu. C'est une première ligne pleine d'expérience, hein, Pierre-Henri. Les deux pilotes, on va pas dire les plus expérimentés, mais entre tous les deux, il y a quand même pas mal de bagages, pas mal de victoires, aussi bien dans les courses de WTCC que dans les autres championnats. Gabriele Tarquini s'est imposé une fois cette saison, Alain Menu 2 fois déjà, donc vous voyez qu'on parle avec des gens qui ont de la performance, du métier, et ils savent qu'il faut profiter de cette bonne position sur la grille pour essayer de s'imposer une nouvelle fois. Ça va être dur, mais pas impossible. Voilà le pilote suisse en pole position donc pour cette deuxième course, déjà 2 fois victorieux cette saison. Ajoutera-t-il un 3e succès ici à Brno? On le saura dans un instant. On marque une très courte pause et on revient pour le départ de la course. La République tchèque, une symphonie d'essence. Le réflexe numérique EOS 400D est arrivé. Bienvenue dans l'ère de jeu. Canon, you can. Intercom is telecommunication, machine, tools and robot, instrumentation and electronics, medical equipments. Intercom is electrical spatial cables. We have turned the cable into a work of art. Donnez une preuve d'amour à votre voiture. Essayez Castrol Edge, notre meilleur lubrifiant à ce jour. Plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement.
avec les suspensions Monroe. Retour sur le circuit de Brno avec, ça y est, le tour de formation qui a été lancé en caméra embarquée avec Alessandro Zanardi. Vous reconnaissez le regard de l'Italien, amputé des deux jambes après ce terrible accident sur le Lausitzring il y a quelques années maintenant, et qui est revenu dans cette catégorie en WTCC avec des performances qui sont encore remarquables. Un podium dans la course de ce matin, c'est son premier de l'année. Un premier podium qui en appelle peut-être d'autres, puisque le potentiel de la BMW est vraiment là et semble aujourd'hui très supérieur à tous ses adversaires. Zanardi très à l'aise ce matin, qui s'était même octroyé un dépassement sur le nouveau leader du championnat, Augusto Farfus. Zanardi très pénalisé depuis le début de la saison par ses performances en qualification, qui cette fois-ci a bien su tirer son épingle du jeu. Et il nous confiait que son rythme de course était beaucoup plus proche des leaders que son rythme de qualification, et que donc aujourd'hui c'était l'occasion ou jamais de briller au plus haut niveau. La mauvaise nouvelle, Pierre-Henri, on le rappelle, elle vient du forfait d'Ivan Muller, qui avait terminé 6e de la première course. Malheureusement, il a terminé sa course avec un problème mécanique de boîte de vitesse visiblement, et on n'a pas eu l'occasion de réparer ce problème dans les temps, et du coup la voiture du team Oreca, la Seat Leon du français, ne sera pas là sur la grille de départ en 3e position où il aurait dû être. Le français qui aurait eu un bon coup à jouer assurément dans cette course de Brno. Malheureusement, la chance s'en est mêlée, et il va donc laisser peut-être un boulevard à l'homme qui aurait dû être derrière lui, qui sera juste derrière l'emplacement de sa voiture, à savoir le Brésilien Augusto Farfus au volant de la BMW. Ouais, ça va faciliter les choses pour Augusto Farfus. Effectivement, devant lui, il y aura, comme vous le disiez, un boulevard. Et donc, les options à prendre seront bien entendu plus ouvertes pour Farfus. Et il va sûrement essayer de profiter de cela. Et lorsque l'on sait que les BM s'élancent traditionnellement mieux également que leur rival à traction, eh bien on se dit que ça va être difficile de contenir les assauts de Farfus, voire de Zanardi, en tous les cas au premier virage. Enfin, Menu et Tarquini, avec toute leur expérience, sans oublier Nicolas Larini, vont tout tenter afin d'endiguer les attaques des voitures allemandes. Portero, vainqueur de la première course, et puis juste derrière, James Thompson, Massimiliano Pedala, Michel Jourdain, Pierre-Yves Cortals, le Belge de chez Seat, qui a récupéré la première place du Trophée des Indépendants. Les voitures viennent s'immobiliser, Pierre-Henri, sur cette grille de départ. Dès qu'elles seront toutes parfaitement aux ordres du starter, eh bien la procédure de départ sera lancée. Et on partira pour 10 tours, comme l'indique le panotage à gauche de votre écran. Je vous rappelle la pole position sur la droite de votre image pour la Chevrolet bleue d'Alain Menu. À gauche, Gabriele Tarquini sur sa Seat Leon. 3e place, une absente, c'est Ivan Muller, alors que l'on demande à Gabriele Tarquini de reculer un tout petit peu sa voiture visiblement. 3e place, je vous le disais donc, pour Nicolas Larini. 4e Farfus, 5e Zanardi, 6e Jörg Müller et 7e Faire Félix attention, Jacques, je Portero. vous coupe parce qu'on a signalé que la piste était ouverte, mais visiblement Gabriele Tarquini n'avait pas tout à fait repris sa position, ou la position souhaitée. Attention, la procédure est cette fois lancée par Eduardo Freitas, le directeur de course, et c'est parti avec une mise en action pour la Chevrolet, pour la Seat, qui est satisfaisante. Et visiblement les BMW qui n'ont pas pris tant que ça un excellent départ. On se colle derrière Tarquini. Et les BMW qui n'ont pas des boîtes courtes sur ce circuit de Brno, ce qui explique qu'elles n'ont pas pris le fameux avantage qu'on leur voit prendre habituellement. En tous les cas, Nicolas Larini lui s'est fait piéger et par Zanardi et par Augusto Farfus. Augusto Farfus qui s'est bien infiltré sur la droite, il partait sur la gauche de la grille mais a plongé très très tôt vers la corde. Alain Menu est en tête devant Gabriele Tarquini. Attention, Zanardi freine debout sur les freins. 4e place pour Augusto Farfus. Il y a du monde. Nicolas Larini avec à l'intérieur Jörg Müller. Müller est passé devant Larini. Oh là là, Larini qui a légèrement ouvert. J'ai cru qu'ils allaient s'accrocher. C'est de là. Larini intelligemment qui a ouvert. Et James Thompson qui fait également l'intérieur à Nicolas Larini.
Et Nicolas Larini qui va cette fois-ci résister. Menu, Tarquini, Zanardi, Farfus est 4e, Jörg Müller est 5e. Et les BMW qui maintenant vont faire le siège derrière Tarquini et Menu pour montrer leur supériorité. Alors que Nicolas Larini est en vraie difficulté depuis le début. Nicolas Larini, effectivement, qui avait quelques problèmes lors de la première course, entre un équilibre entre virage droite et gauche, visiblement quelques modifications, le temps de prendre le rythme, un petit peu déboussolé en ce tout début de deuxième course. Ouais, parce qu'il a vraiment été attaqué à droite, à gauche. C'est Félix Portero qui maintenant tente de passer Nicolas Larini, le vainqueur de la première course, alors que Thiago Monteiro est bien revenu juste derrière Portero au 9e rang. Belle remontée du Portugais. Portero qui se montre pressant aussi sur Larini. Menu toujours en tête, suivi de Tarquini. 3e, très rapide, Alessandro Zanardi à l'écran. Ouais, derrière la Seat Leon de Gabriele Tarquini qui reste pour le moment en 2e position. Et Tarquini, Zanardi, on est dans l'arrière de Tarquini. Zanardi qui est juste derrière. On joue avec les caméras de ces deux voitures, voir effectivement ce qui va se passer à l'attaque de la ligne droite. Ouais, et si effectivement Zanardi parvient à se caler dans l'aspiration de la Seat, il risque de pouvoir faire le freinage. Et c'est pas sur ce tour-là, mais effectivement, Alessandro Zanardi doit jouer aussi avec le potentiel de sa voiture. On sait que les BMW sont plus performantes en fin de course, que les tractions vont démontrer le meilleur d'elles-mêmes en tout début de course. Donc, pensez à cela. Oui, c'est vrai qu'il peut aussi être patient, Zanardi, et attendre le moment opportun pour s'emparer de la 2e place. Il n'a pas attendu beaucoup et il est passé, Zanardi. Il a passé Gabriele Tarquini. Duel d'Italiens qui tourne à l'avantage du pilote BMW, qui est déjà désormais dans les échappements d'Alain Menu. Ah, on le disait, avec cette différence de performance, ça va être difficile pour les Seat et pour les Chevrolet de résister au BMW. Ça se confirme en tous les cas avec ce dépassement de Tarquini par Zanardi. Et regardez comme il est près d'Alain Menu. Alain Menu, attention, on n'a pas encore la touchette, mais on n'est pas loin. On sait qu'Alessandro Zanardi est relativement saillant dans ses tentatives de dépassement. Alain Menu doit le savoir, résister, mais il sait qu'il ne pourra pas résister comme cela pendant 10 tours. Ah oui, passé. Surtout qu'il écarte déjà la trajectoire et un petit coup de roue pour remettre Alain Menu dans le bac à gravier. Et je pense qu'il a abîmé sa voiture, visiblement, Alessandro Zanardi, oui. Terminé pour lui aussi. Une roue pliée, me semble-t-il. On vous l'avait dit, entre Zanardi, qui est toujours très mordant dans ses tentatives de dépassement. On savait que Alain Menu serait méfiant. On n'avait pas fini notre phrase que l'on voyait ce qu'il se passait. Alors, on va essayer de revoir tout cela. Alain Menu qui écarte un petit peu. Et là, ouais. Et au moment où il essaye de revenir effectivement sur la piste, Alain Menu s'est un petit peu loupé. Il est parti en survirage tout seul, on pourrait dire. Et au moment où il essaye de revenir sur la piste, quelqu'un occupe cette place-là. C'est Alessandro Zanardi. Ça n'a pas duré longtemps. Ce sera difficile peut-être de déterminer les responsabilités. Une crevaison pour Alessandro Zanardi à l'arrière droite. Terminé, suite au contact avec Alain Menu, et c'est dommage. Alessandro Zanardi va s'en vouloir, même s'il pense n'y être pour rien. Et du coup, c'est Gabriele Tarquini qui a récupéré de manière inespérée la première position quand on vous disait qu'il y avait des bons coups à jouer. Tarquini pour le moment résiste, mais enfin on n'en est qu'au 3e tour. Derrière lui, Farfus, Jörg Müller, James Thompson du coup est 4e, Nicolas Larini 5e, Portero vainqueur de la course initiale de ce matin. Et ça passe, est Jacques, 6e, et cette fois-ci c'est passé pour Augusto Farfus. Net et sans appel, Augusto Farfus, attention à Jörg Müller qui va essayer d'en profiter aussi, et c'est fait. Les deux BMW en tête, les deux BMW du team BMW Allemagne. Ouais, Tarquini savait qu'il avait quand même beaucoup de mal à résister, visiblement. Oui, il savait que ce n'était qu'une question de temps et qu'il ne fallait pas trop résister. 7 tours à résister, il risquait davantage d'abîmer sa voiture. Intelligemment, il va essayer plutôt de conserver ce podium et les 6 points qui vont avec. En suivant cette bagarre désormais entre les deux BMW, celle de Farfus en tête et celle de Jörg Müller, 2e. Tenter de suivre le bon rythme le plus longtemps possible pour Gabriele Tarquini.
Et ça y est, Zanardi repart avec des pneumatiques neufs. Oui, on revoit la crevaison à l'arrière droit pour Alexandro Zanardi. Rob Huff, vainqueur l'an dernier, une année n'est pas l'autre hein, pour le pilote anglais ici. Non, qui a été bousculé ce matin lors de l'accrochage entre Coronel, Thompson, Pedala. Un train avant ouvert, une première course difficile et une deuxième course qui n'ira pas plus loin. Pierre-Henri, Jörg Müller est tellement collé dans le pare-choc d'Augusto Farfus que j'ai cru qu'il avait disparu. Si je vous dis que désormais on a un Andy Priaulx 12e, alors qu'il s'était lancé depuis la 22e place, 12e position pour Andy Priaulx, ça veut dire qu'il a des chances d'aller marquer un petit point quand même, un point ou l'autre d'ailleurs. Hein. Le pilote anglais, il reste 6 tours désormais pour lui permettre de remonter quelques places. Et devant lui, il a Andy Priaulx, Pedala, attention, Jourdain et Géné. Jörg Müller qui a failli dépasser Augusto Farfus au tout dernier moment. Il s'est ravisé, on a failli assister à un accrochage entre ces deux-là. De la même équipe, Jörg Müller déstabilisé, 2 roues dans la terre. Et oui, les deux coéquipiers, effectivement. Müller qui n'a pas envie de laisser s'envoler Augusto Farfus. Maintenant, va-t-il y avoir de la part de Charlie Lam une espèce de consigne à ses pilotes? Rien n'est moins sûr. Pour le moment, l'avantage toujours à Farfus. Augusto Farfus, Jörg Müller, Gabriele Tarquini, James Thompson et puis derrière en 5e position désormais Félix Portero devant Nicola Larini. Thiago Montero est 7e, Jordi Géné est le dernier pilote pour le moment marquant un petit point. Charlie Lam ne peut pas donner de consigne à ces deux pilotes, Augusto Farfus et Jörg Müller, qui sont très bien placés au championnat. Il fera appel à leur intelligence, mais on sait qu'il y a du contentieux, il y a de la suprématie dans cette équipe-là. Jörg Müller qui aujourd'hui est plus rapide qu'Augusto Farfus, c'est un petit peu logique, il est un petit peu plus léger en poids. Il a été malmené depuis le début de la saison par le jeune prodige brésilien et il aura ici à cœur de reprendre l'avantage. Et oui, ne pas laisser effectivement le monopole de la médiatisation à Augusto Farfus, déjà vainqueur cette saison, on le rappelle à 2 reprises, à Curitiba chez lui et puis à Pau sur un Grand Prix historique dans les rues de la cité paloise. Et Jörg Müller qui lui aussi court après ce 2e succès. Alors que Priaulx continue sa remontée. Oui. Venant de se débarrasser de Jourdain. Il est désormais 10e. 10e pour Andy Priaulx, alors que Jörg Müller attaque une nouvelle fois Augusto Farfus et que cette fois-ci il semble prendre l'avantage. Non, le Brésilien se défend encore. Et il va être à l'intérieur, au même endroit où dans Formula International Master, eh bien, Jérôme D'Ambrosio a fait ses dépassements. Et un excellent dépassement de Jörg Müller, les deux pilotes tout en respect. Changement de leader, Pierre-Henri. Jörg Müller est en tête devant Farfus. Tarquini reste au contact de ces deux-là. Il a profité de la bagarre qui les a opposés. Et on va revoir ce dépassement alors que les deux n'ont pas renoncé. Augusto Farfus qui continue à mettre maintenant la pression sur Jörg Müller en tête. Est-ce qu'il va déboîter le Brésilien juste derrière l'Allemand? Ici, il n'y a pas la place en tous les cas pour le faire. Et c'est incroyable parce que quand Augusto Farfus était en tête, il n'arrivait pas à s'échapper. Visiblement, Jörg Müller paraissait plus rapide. Maintenant que Jörg Müller ouvre la piste, ça paraît être l'inverse. L'aspiration y joue. Et Félix Portero, juste à l'arrière-plan de cette image, est parvenu à s'emparer de la 4e place devant James Thompson. Il est le plus rapide en piste pour le moment, l'Espagnol, vainqueur de la première course ce matin. Il a profité d'une petite ouverture de porte de James Thompson pour s'engouffrer. Belle manœuvre de l'Espagnol, désormais 4e. Thompson est 5e. On a derrière Nicola Larini, Thiago Montero 6e. Pardon, Thiago Montero 7e, Jordi Géné 8e et Andy Priaulx est 9e désormais. On est à peine à la mi-course et il est déjà à l'entrée des points, à la porte des points. À la porte des points, alors que l'on sait que les BMW sont encore plus performantes lorsque l'on atteint la mi-course. Andy Priaulx devrait faire un festival et continuer sa remontée vers les gros points. Incroyable la performance d'Andy Priaulx.
Et qu'il y aura aussi beaucoup de regrets, même s'il n'y était pas pour grand chose dans cet accrochage du premier tour. Il avait visiblement ici la grande performance dans sa machine, alors qu'il a 60 kg de handicap de poids, le maximum autorisé par la réglementation. Il est plus rapide que pratiquement tous les concurrents en piste. Et regardez, il est carrément dans le coffre de Jordi Genet. Image spectaculaire proposée par les caméras d'Olivier Denis et cette caméra embarquée pour Andy Priaulx. Est-ce qu'il va aller au contact avec Genet? L'Espagnol en tous les cas pour le moment ne s'en laisse pas compter. L'Espagnol qui dispose ici d'un tout nouveau moteur avec 6-7 chevaux de plus. On va voir si cela lui suffit pour résister à la pression du champion du monde. Ouais, qui bénéficie ici de l'aspiration. Il faut peut-être aller sur la trajectoire défensive. Il a anticipé Jordi Genet pour ne pas se faire piéger par Andy Priaulx, mais ça va être difficile. Et Thiago Montero qui part légèrement à la faute. Il a ouvert la trajectoire, la porte également. Attention, les deux pilotes Seat côte à côte et Andy Priaulx va peut-être en profiter. Il va peut-être en profiter, le bougre. Et Jordi Genet qui normalement est sur la bonne trajectoire s'il arrive à résister. Montero a freiné un petit peu plus tard et réserve. Attention, Andy Priaulx qui essaye de... Oh là là, Jacques. Oui, c'est chaud, hein, c'est chaud pour le moment. Genet qui se bat comme un beau diable face à Andy Priaulx. Et les deux pilotes Seat ont failli se faire piéger dans leur quête mutuelle, alors que Stefano D'Aste vient se mêler à cette bagarre également. Très belle foire d'empoigne entre ces quatre voitures, deux Seat et deux BMW, dont celle du champion du monde et qui était encore en arrivant ici à Brno le leader du championnat. Ce n'est plus le cas désormais. Il voit s'envoler Farfus et justement Priaulx ne veut pas que l'écart se creuse trop. Il veut marquer des points. Il faut pour cela passer la Seat de Jordi Genet, l'Espagnol. Andy Priaulx qui a déjà fait une belle partie du travail, de la 22e position à la 9e. Pour l'instant, ce n'est qu'honorifique, il n'y a pas de point à la clé. Le point, il l'aura lorsqu'il aura dépassé Jordi Genet avec sa Seat à bande rouge. Et une nouvelle fois, Genet qui se lance, qui se jette à l'intérieur. Montero, cette fois-ci, n'a pas été surpris. Il se lance aussi à l'intérieur, Jacques, pour protéger sa trajectoire d'une attaque éventuelle d'Andy Priaulx. Évidemment. Il met la pression sur Montero, il lui montre qu'il est là. Et là, ça va être difficile. Ouais. Malgré les 60 kilos, hein, il a 60 kilos de lest de poids embarqué, Andy Priaulx. Et malgré ça, regardez comme il colle en côte en plus, hein, la Seat de Jordi Genet, mais qui se défend bien pour le moment. On vous rappelle qu'en tête, il y a toujours deux BMW, celle de Jörg Müller et d'Augusto Farfus. Les deux voitures de chez Schnitzer, BMW Allemagne, autrement dit. Troisième position pour Gabriele Tarquini à 2 secondes désormais. Portero est quatrième, il est revenu dans le pare-choc de Tarquini. 5e place pour l'Alpha de Thompson, isolé. 6e Larini, 7e Montero, 8e Genet et 9e Andy Priaulx qui continue de mettre la pression, vous le voyez ici, sur Jordi Genet. Il met la pression, mais Jordi Genet le sait très bien, il le voit dans ses rétroviseurs et donc chaque fois qu'il en a la possibilité, il va essayer de freiner à l'intérieur, essayer de protéger la trajectoire intérieure. Alors que un petit peu plus haut dans la course, Portero en 4e position met la pression sur Gabriele Tarquini. Ah, il reste cette fois-ci 3 tours à tenir pour Gabriele Tarquini face à l'homme le plus rapide du week-end, l'Espagnol Félix Portero. Et il lui fait signe, Gabriele Tarquini passe là, il ne résistera pas, l'Espagnol. Les BMW sur une autre planète aujourd'hui sur ce tracé de Brno. Net et sans appel, et Tarquini qui était passé à côté de son week-end de Pau doit se dire aujourd'hui il vaut mieux que je récupère quelques petits points plutôt que de risquer une 3e place quasiment impossible à maintenir encore pendant 3 tours. 5 points en tous les cas pour le moment, ce serait ce qu'il récolterait s'il parvient à aller jusqu'au bout. Attention, Jordi Genet et Andy Priaulx pratiquement au contact. L'Anglais face à l'Espagnol qui pour le moment ne trouve pas la solution. Mais il commence à titiller l'Espagnol vraiment de tous les côtés, hein. Ça doit le chauffer pour le moment, Andy Priaulx. Andy Priaulx, ça le chauffe effectivement une ou deux fois. Il a failli y aller, mais il lui manquait peut-être 20-30 cm pour pouvoir forcer le passage. Attendre, ne pas trop attendre non plus, car les tours défilent et qu'ensuite ça sera plus compliqué pour remonter éventuellement sur Montero ou sur Larini. Larini qui s'est quelque peu isolé avec pratiquement 2 secondes d'avance lui sur Thiago Montero. Et toujours cette montée où la BMW fait parler sa puissance malgré les 60 kg de handicap de poids.
soucieux, hein, les team managers. On a vu Bart Mampey de chez BMW Angleterre et Jaime Puig, le patron de chez Seat Sport. Et regardez, oh là, il est collé, Jacques. On va véritablement voir si le moteur de la Seat un petit peu plus puissant maintenant depuis cette nouvelle réglementation. Et il s'échappe dans la ligne droite. Il faut rappeler qu'il y a 60 kilos embarqués hein, pour... Et Genet qui va essayer de faire l'intérieur à Montero. C'est passé. Oh, quelle erreur de la part de Jordi Genet d'aller attaquer son coéquipier. Du coup, Seat perd tout et ça permet à Andy Priaulx de passer les 2 places. Comment est-ce possible de faire preuve d'aussi peu de lucidité de la part de Jordi Genet? Alors qu'il avait fait l'essentiel, Jordi Genet, il avait protégé sa ligne droite d'une attaque éventuelle d'Andy Priaulx. Son rôle était évidemment de maintenir Andy Priaulx derrière lui, et il va plutôt que de se limiter à ce rôle-là, mettre en péril Thiago Montero. Andy Priaulx évidemment avec toute son intelligence. C'était une scène extraordinaire pour Andy Priaulx. Débattez-vous, faites ce que vous voulez devant moi, ouvrez-moi la voie royale et je la prendrai. Mais comment est-ce possible? Là je pense qu'il va y avoir du débriefing quand même chez Seat. Je crois que même chez Seat on en était arrivé à mettre les mains sur la tête tellement on n'en croyait pas ce qui venait de se passer. Regardez Bart Mampey, lui qui évidemment est tout sourire, il tire les marrons du feu. Et 2 places de gagné d'un seul coup pour Andy Priaulx. Donc ce n'est plus la 8e qu'il va récupérer, mais la 7e. Eh oui, il est 7e désormais, Andy Priaulx. Et il peut fondre à 2 tours de l'arrivée désormais sur Nicola Larini et sa Chevrolet. Alors que Thiago Montero, lui, est obligé de se battre désormais pour conserver cette 9e place face à Stefano D'Aste. D'Aste qui pour le moment est le leader du trophée des indépendants devant Pedala, Ceresoli et Cortals. Encore 2 tours dans ce 10e rendez-vous du championnat du monde des voitures de tourisme. Et je vous rappelle que Jörg Müller est toujours en tête devant Augusto Farfus. Tir groupé des BMW aux 3 premières places avec Félix Portero qui a passé Gabriele Tarquini. Désormais, Tarquini 4e et 1er non BMW devant James Thompson 5e. Nicolas Larini et sa Chevrolet bleue sont 6e. Andy Priaulx a profité de la bourde de Jordi Genet pour rentrer dans les points. Il est désormais 7e alors que Thiago Montero, lui, a fait les frais de l'erreur de Jordi Genet qui est venu s'appuyer sur la voiture du Portugais. Oui, une attaque un petit peu suicidaire de Jordi Genet, effectivement. Même si les pilotes ont pu s'en sortir indemnes, néanmoins les positions sur la piste ont changé. Et du côté de chez Seat, on n'aura sûrement pas apprécié la manœuvre. Ouais, je pense qu'il va y avoir une petite explication quand même dans le texte entre Thiago Montero et Jordi Genet. Thiago Montero que l'on a fait venir quand même pour s'illustrer également dans ce championnat du monde. Et si on lui met des bâtons dans les roues au sein même de l'écurie Seat, évidemment ça ne va pas le faire comme on dit. Jörg Müller en tête de la 2e course de ce week-end de Borno. Vainqueur ici même l'année dernière lors de la première course. Un circuit qui lui convient. Des points importants qui lui permettraient de prendre la 2e place du championnat. Donc un week-end quasi parfait s'il arrive à conserver cette position jusqu'à la fin. Et Gabriele Tarquini intelligemment qui aura préféré, pour ne pas endommager ses pneumatiques, ne pas trop se mêler à la bagarre, mais tout simplement suivre le bon rythme, utiliser les trajectoires idéales. Course intelligente de Tarquini, course résignée. Mais quand on voit aujourd'hui la performance des BMW, il fallait être utopiste pour vouloir se bagarrer ici avec elle. Oui, et à l'issue de ce week-end, eh bien, probablement que la FIA décidera de reniveler un petit peu les performances également de manière artificielle pour ne pas assister à une promenade de santé des voitures allemandes dans ce championnat.
Probablement, Jacques, ça a toujours été fait par le passé, équilibrer au mieux les performances de ces voitures, des voitures de conception différentes, des propulsions, des tractions, des conceptions de moteurs différentes, même si maintenant on est sur des 4 cylindres généralisés, mais d'essayer de rendre le championnat le plus équitable possible, le plus serré possible. Jusqu'à présent, cela avait fonctionné puisque le vainqueur avait toujours été désigné à l'issue de l'ultime rendez-vous, et il faudra probablement une décision de la FIA pour redonner un petit peu de peps au Seat, Chevrolet et Alfa Romeo. Oui, puisqu'on sait que depuis 2 courses désormais, c'était les Chevrolet, les voitures les plus alourdies, puisqu'elles avaient été relativement performantes sur le circuit de Zandvoort, et que donc désormais il faudra un petit peu rééquilibrer tout ça, parce que là elles sont vraiment trop pénalisées. Nous sommes dans le dernier tour. Jörg Müller qui s'est isolé en tête de la course et qui va aller marquer 10 points précieux qui vont lui permettre de remonter à la 2e place du classement provisoire du championnat. On n'y croyait pas trop pourtant en début de week-end, lorsque Müller n'avait réussi que le 7e chrono des essais. Et on n'y croyait surtout pas à l'issue de son week-end palois, où il avait été largement dominé par Augusto Farfus. Dans le paddock, la rumeur volait à dire que Jörg Müller n'était pas très performant, très consistant, et qu'on aurait déjà dû s'en débarrasser dans cette équipe depuis l'année dernière. Il apporte à chaque fois une réponse cinglante. Chaque fois que l'on a vu Jörg Müller partir de très très loin ou réaliser un week-end blanc, le week-end d'après, il nous contredisait. Et en tous les cas, les 3 BMW qui vont véritablement creuser les écarts en tête de ce championnat. Jörg Müller qui va aller s'imposer. Encore quelques centaines de mètres pour le pilote allemand. Doublé pour BMW Schnitzer ici. Charlie Lem va être aux anges. Jörg Müller devant Augusto Farfus. On n'avait plus vu le préparateur allemand. Appareil fait depuis longtemps. Victoire pour Jörg Müller à Brno devant Augusto Farfus. La 3e place, le tir groupé pour BMW avec la présence de la voiture Italie-Espagne de Portero. 4e place pour Tarquini qui sauve les meubles. Thompson 5e, Larini 6e. 7e place pour Andy Priaulx qui sera remonté de la 22e à la 7e place et qui marquera 2 points précieux. Jordi Genet termine 8e. Il prive Thiago Monteiro d'un petit point à cause tout simplement de son attaque suicidaire sur son coéquipier portugais. Voilà le résultat de la course. On va se retrouver dans un tout petit instant, si vous le voulez bien, pour évidemment écouter les réactions des protagonistes de cette course de Brno. Numérique EOS 400D est arrivé. Bienvenue dans l'ère de jeu. Canon, you can. Depuis tout petit, j'adore la Formule 1. Aujourd'hui, je dirige l'équipe DHL qui transporte les Formule 1 dans le monde entier. Nous livrons des dizaines de voitures et des milliers de pièces détachées sur les circuits des 4 continents. Les horaires sont difficiles, les délais très serrés. Nous ne nous arrêtons jamais. Et pourtant, c'est le plus beau métier du monde. Madame, monsieur, nous commençons notre descente. Nous vous invitons à regagner votre siège et à vous asseoir.
Retour à Brno et on vous le rappelle, c'est cet homme, cette voiture, la BMW de l'Allemand Jörg Müller qui vient de s'imposer. Deuxième victoire cette saison, Pierre-Henri, pour Jörg Müller après le succès qu'il avait conquis dans le rendez-vous d'ouverture sur le circuit de Curitiba. Deuxième victoire de la saison. Avec une deuxième place dans la première manche ici, il fait la très bonne opération de ce week-end. Très bonne opération, 18 points de récupérer sur un maximum possible de 20 points. Donc Jörg Müller qui se relance magnifiquement pour le championnat. Il était troisième, il remonte en deuxième position. Il ajoute une deuxième victoire à sa collection. Il vient rejoindre Farfus, Thompson, Menu qui ont aussi 2 victoires. Et Tarquini et Portero avec une victoire. Donc Jörg Müller ici sur ce circuit va peut-être considérer cela comme son circuit fétiche, et on peut penser que le pilote allemand sortant de sa voiture nous fera son petit signe habituel en nous montrant son petit doigt. En nous montrant son petit doigt. Le petit doigt a priori cher aux chercheuses d'épingles d'Aix-la-Chapelle, si on a bien retenu l'histoire. C'est un petit signe de reconnaissance pour les trieuses d'épingles. Voilà, les trieuses d'épingles de sa région natale. En tous les cas, un beau succès pour Jörg Müller. Augusto Farfus aussi a le sourire. Il marque quand même au cours de ce week-end des points précieux. Augusto, 13 points, c'est pas mal. Une 4e place et une 2e place. Mais vraiment, ce que l'on retiendra de ce week-end de Brno, c'est la grosse domination des BMW. Grosse domination des BMW qui aurait pu être encore plus forte si Andy Priaulx n'avait pas été victime d'un accrochage lors de la première course. Mais effectivement, les BMW, qu'elles soient légères à l'image de celles de Portero, qu'elles soient moyennement chargées à l'image de celles de Jörg Müller, ou qu'elles soient au maximum du poids autorisé par le handicap pour celles de Farfus, les BMW étaient dominantes. Et belle image que celle d'Augusto Farfus venant féliciter encore dans sa voiture celui qui l'aura pourtant dépassé pour la victoire aujourd'hui, son coéquipier allemand Jörg Müller, qui vient remercier également ses mécanos. Voilà le fameux petit doigt de Jörg Müller, l'animal. Le bisou sur le casque également, ça c'est une mode que l'on commence à copier du côté de chez Müller. On a vu que c'était Madame Farfus qui faisait ça. Et bien ça y est, on a repris ça du côté de chez Madame Müller. C'est Félix Portero, l'Espagnol, qui complète ce podium 100% BMW 320 ici. Première non BM, c'est la Seat Leon de Gabriele Tarquini, l'Italien, toujours présent également. Mais les écarts se creusent en tête du championnat. Je vous disais, 53 points désormais pour Augusto Farfus, 49 pour Jörg Müller, vainqueur aujourd'hui, et 44 points pour le champion du monde en titre. Ça lui fait désormais donc 9 points de retard à Andy Priaulx sur le leader du championnat. Et puis surtout derrière ces 3 voitures-là, eh bien, il y a un gouffre désormais, puisque Nicolas Larini, qui est 4e, ne compte que 32 points, 31 pour Yvan Muller, 28 pour Gabriele Tarquini, 26 pour James Thompson. C'est difficile pour tous ceux qui ne sont pas équipés d'une BMW cette saison, visiblement. En tous les cas, en ce début de saison. C'est difficile, mais il y a aussi quelques petites explications à cela, et on essaiera de vous donner quelques raisons de cette domination BMW cette année. Allez, on écoute Jörg Müller au micro de Sébastien Tiffer. On a fait des essais la semaine dernière. Et vous savez, dans les 3 derniers rendez-vous, je n'ai pas été très bon dans les séances de qualification et je partais très loin. Et donc on a travaillé sur cet exercice particulier de la qualification. Et là, j'ai pu faire une bonne qualif, une bonne voiture pendant la course. Vous savez, lors du warm-up, j'avais essayé quelque chose et je ressemblais un petit peu à la conduite d'Ari Vatanen avec ses nombreux têtes à queue et ses grandes glissades. Et visiblement, on a récupéré les réglages de la séance de qualification et tout est rentré dans l'ordre. C'était spectaculaire mais pas efficace, et c'était en direct sur Eurosport ce matin à 8h45 si vous étiez des leftos.
Voilà en tous les cas pour ce qui est une très belle victoire de Jörg Müller aujourd'hui dans ce 10e rendez-vous du championnat du monde des voitures de tourisme. Notons encore que dans le trophée des indépendants, eh bien, c'est Stefano d'Aste qui aura été le meilleur aujourd'hui. On va récapituler d'abord le tableau des 8 premiers. Müller s'impose devant Farfus et Portero, Tarquini 4, Thompson 5 pour la première Alfa. Larini 6 qui place la Chevrolet à cette position et qui marque encore des points. Nicolas Larini, très souvent placé depuis le début de la saison. Andy Puyot termine 7e devant Jordi Genet, le fautif du jour. 9e place pour Thiago Montero qui doit en vouloir à son coéquipier espagnol. D'Aste remporte le trophée des indépendants devant Pedala, Ceresoli et Cortals. Cortals qui va conserver sa première place en tête de ce trophée des indépendants avec 7 points désormais d'avance sur Luca Rangoni et sur Stefano d'Aste. Au classement du championnat du monde, Farfus lui compte 4 unités d'avance sur Jörg Müller. Prio est à 9 points, Larini à 21. Juste derrière Nicolas Larini, on retrouve Yvan Müller, Gabriele Tarquini et James Thompson. Mais les écarts commencent à être importants. Ça n'était jamais arrivé dans ce championnat du monde de tourisme de voir des écarts qui se creusent comme ça après seulement 10 courses dans la saison. Oui, mais on sait que chez BMW c'est une véritable machine de guerre en ce qui concerne le service compétition, que la plupart du temps chez les Chevrolet, chez les Alfa Romeo, chez les Seat, on prend des voitures qui sont produites pour monsieur tout le monde. De là on essaye de tirer quelque chose qui peut être performant par rapport au règlement. Chez BMW c'est l'inverse, on fait véritablement une voiture de course que l'on vend ensuite à des clients lambda et donc on a une stratégie typée beaucoup plus courte chez BMW qu'on ne peut l'avoir actuellement encore chez Chevrolet et chez Seat. Il faut encore apprendre tout cela. BMW est présent dans ce genre de course depuis plus de 30 ans et ils sont assez souvent les maîtres du jeu. Et Seat est en train peut-être d'en tirer les enseignements puisque l'on planche d'ores et déjà sur le développement de la future voiture de course du côté de chez Seat. Ce sera pour la saison 2009. Il faudra encore patienter une année avec ce qui sera une 3 volumes probablement basée sur le châssis de l'Audi A4 à l'heure actuelle. La cérémonie du podium avec Félix Portero, grand bonhomme de ce week-end également, vainqueur puis 3e et qui commence à trouver ses marques dans ce championnat aussi, l'Espagnol. 2e, Augusto Farfus et bien sûr grand vainqueur de cette deuxième course de République tchèque, c'est Jörg Müller. Stefano d'Aste lui place également une BMW, l'ancienne version, en tête du trophée des indépendants, en tous les cas, au niveau de la course numéro 2 de Brno. Et le Deutschlandslied, bien sûr, pour célébrer la victoire de Jörg Müller. Deuxième victoire de la saison pour le pilote allemand qui vit à Monaco. Et une nouvelle fois, un petit morceau de l'hymne allemand pour célébrer le succès de BMW au classement constructeur. Voilà Pierre-Henri, il n'y aura pas eu photo aujourd'hui sur le tracé tchèque. Il n'y avait qu'une voiture sur la piste de Brno. Et son nom s'écrit en 3 lettres. On peut penser qu'il n'en sera pas de même jusqu'à la fin de la saison. Et on doit l'espérer également d'ailleurs. Et qu'on fera ce qu'il faut pour redonner à ce championnat ce qui fait son intérêt. Des courses très disputées, comme on a pu le voir aujourd'hui quand même. Des incidents de course
comme a pu en subir Andy Priaulx. Et on va continuer à travailler. Il faut savoir que du côté de chez BMW, on fait beaucoup d'essais. Et que quelquefois, chez les autres constructeurs, on a aussi du mal à suivre ce rythme-là, cette dépense énorme, cette implication forte que investissement. BMW. On voit souvent Mario Tessen venir supporter ces courses de championnat du monde. Donc vous dire, chez BMW, ça fait partie des priorités au même titre que la F1. Ce n'est pas un sous-programme. Et donc on travaille énormément et les résultats sont là. Et oui, c'est effectivement une vraie vitrine pour un constructeur dit spécialiste qui veut montrer des voitures au tempérament particulièrement sportif. En tout cas aujourd'hui c'est très bien réussi. Le petit Portero qui essaye de se hisser à la hauteur de Jörg Müller. Tiens, ça nous rappelle quelqu'un, ça, se mettre sur la pointe des pieds. Mais ça réussit pas mal, Jacques. De se mettre sur la pointe des pieds. Ah bah oui, parce que Félix Portero aussi a gagné une course, c'était en début de journée. Voilà, en tous les cas, on aura vécu deux très beaux moments sur ce circuit de Brno. Le prochain rendez-vous de ce championnat du monde des voitures de tourisme, Pierre-Henri, eh bien, ce sera maintenant dans 3 petites semaines, si je ne m'abuse, le week-end de Porto au Portugal. Ce sera le 8 juillet que nous nous retrouverons dans les rues de la ville de Porto. Et là aussi, ça va nous valoir des courses fabuleuses, très disputées et aussi spectaculaires que celles que nous avons vécues il y a 15 jours à Pau. Sur un deuxième tracé urbain. Généralement beaucoup de spectacles, un circuit que tous les pilotes vont découvrir. Ce sera le petit Thiago Monteiro qui aura à cœur évidemment de se mettre en évidence dans sa ville natale. Et on revoit l'incident entre Alain Menu qui part légèrement à la faute sur virage pour Alain Menu et qui, dans sa tentative de revenir sur la piste, aura rencontré la voiture de Zanardi, qui pour une fois, je crois, n'y était pas pour grand-chose. Ce survirage aussi, ce sera désormais au commissaire à trancher. On va trancher, mais probablement Alain Menu s'est fait surprendre sur virage. On sait que les tractions dégradent énormément les pneumatiques avant et que donc pour conserver un équilibre de voiture relativement neutre jusqu'à la fin de la course, on va déséquilibrer volontairement la balance de sa voiture, la rendre survireuse en tout début de course, essayer de passer les premiers tours comme cela pour être performant en fin de course. Alain Menu légèrement surpris et qui en aura subi les conséquences. Allez, on interview les 3 hommes qui montent sur le podium. Belle bagarre avec Augusto Farfus. Si vous comprenez votre coéquipier, si vous comprenez bien, on est tous les deux en bagarre pour le championnat, mais on est premier et deuxième. Andy Priaulx n'était pas là. Et vous savez, dans la famille BMW, on aime bien faire ce genre de choses. J'aime bien les courses qui sont toujours fair play. Ça s'est passé comme ça aujourd'hui. Et maintenant vous êtes en train de chasser derrière votre coéquipier. Qu'est-ce que ça va signifier pour la suite de la saison? Vous savez, on est pratiquement à la moitié du championnat, donc il y a autant de points à distribuer que ce qu'on en a pris depuis le début de la saison. Et vous savez, on va se battre probablement jusqu'à la dernière course pour obtenir ce titre-là. Effectivement, ils vont se retrouver dans une situation où Charlie Lam va avoir du boulot pour gérer ces 2 pilotes de talent, Jörg Müller et Augusto Farfus. Et la tension va monter chaque fois qu'on va passer une course. Et bon, on va écouter justement Augusto Farfus, le Brésilien de chez BMW. Augusto Farfus, you took the lead in the championship after Augusto, this weekend. Augusto, vous avez pris le leadership du championnat. Ça veut dire absolument rien qu'on soit devant. Ça veut dire juste qu'on a fait du bon travail. Je suis content bien entendu d'être leader de championnat. Là on va aller à Porto. Et je voulais surtout remercier le team d'avoir fait un super boulot.
It was unfortunate. I did a mistake on the start. Vous savez, j'ai fait un petit départ, une petite erreur au départ qui m'a coûté quelques mètres. Mais ensuite, j'ai réussi à passer Tarquini. Ça a été une bagarre claire, mais je n'ai pas pu prendre et conserver cet avantage jusqu'au bout. On sent Augusto Farfus, on ne peut pas dire qu'il est désabusé parce qu'il a toujours ce petit sourire, mais il sent que Jörg Müller est bien revenu dans la course, que ça sera un concurrent peut-être plus dur à battre qu'il ne pouvait le penser à l'issue des premières courses et qu'il se défendra jusqu'au bout. Et puis il était déçu de ne pas avoir pu bénéficier de l'avantage de n'avoir personne devant lui lors du départ. Félix Portero, vous êtes parvenu à remonter de la 8e à la 3e place. Comment avez-vous fait ça? Le problème, ça a été les deux premiers virages. Alors, je savais que mes voitures étaient rapides dans ensuite, j'ai réussi à passer Thompson, Tarquini, et j'ai pu remonter jusqu'à la 3e place et faire 2 podiums à l'issue d'un week-end. Et je ne peux pas espérer que mieux de ces résultats. Félix Portero qui va devoir prendre un petit peu d'assurance désormais. Il est parvenu à rivaliser avec les meilleurs aujourd'hui. Une victoire dans la première course ce matin, on le rappelle. Une 3e place cet après-midi en étant parti depuis la 8e position. C'est une vraie belle performance qu'il a réussi. On revoit une nouvelle fois ce résultat au cours d'une journée véritablement estivale. C'était la fête aujourd'hui sur le circuit de Brno. Énormément de monde. Les compétitions de super tourisme attirent beaucoup de spectateurs ici en République tchèque. On rappelle également que Dasté remporte la course dans le trophée des indépendants devant Pedala, Ceresoli et Cortals. Cortals, nouveau leader dans ce trophée avec désormais, je vous le disais tout à l'heure, 7 points d'avance sur Luca Rangoni et Stefano Dasté, conjointement 2e. On revoit aussi le classement provisoire du championnat, les 4 longueurs d'avance de Farfus sur Müller, pris au 3e Nicolas Larini, 4e Yvan Muller, 5e Gabriele Tarquini, 6, Thompson 7, Yann Menu 8e. Pierre-Henri, on va se quitter, on va se fixer rendez-vous donc dans 3 semaines, le 8 juillet pour les épreuves de Porto. Ce sera un nouveau rendez-vous à ne pas manquer dans ce championnat du monde des voitures de tourisme. On vous rappelle également que l'actualité du WTCC, vous pouvez le retrouver sur notre site eurosport.fr, dans les pages de notre partenaire Auto Hebdo. Et bien sûr, vous allez rester fidèle à notre antenne puisque à partir de 18h, eh bien, on parlera Formule 1 en direct et en exclusivité sur l'antenne d'Eurosport. Avec à 19h le début du Grand Prix et dès 18h eh bien, la présentation de la grille de départ. BMW qui caracole en tête, qui a augmenté encore très largement son avantage au classement des constructeurs. Désormais plus de 30 points d'avance sur Seat. Il va falloir travailler du côté de chez Seat, de Chevrolet et d'Alfa Romeo pour essayer de résorber ce retard par rapport aux Allemands. Merci beaucoup Pierre-Henri d'avoir été des nôtres une nouvelle fois. On vous retrouve dans 3 semaines à Porto. Et d'ici là, on vous rappelle également qu'il y aura le magazine du WTCC. Ce sera mardi soir à partir de 23h pour revoir le meilleur de ce qui se sera passé ici à Brno. Merci Jacques, au revoir à vous tous et à vous toutes. Allez, salut à tous, à dans 3 semaines à Porto. Ciao.